c'est qui les pourvoyeurs essentiels? Est-ce qu'on sait? Parce qu'à la limite, mon entourage consomme. Oui, mais cet entourage-là, il va se fournir quelque part à un moment donné. Jusqu'à quel point les groupes pharmaceutiques sont impliqués aussi pour essayer de vendre un petit peu plus, peut-être sous la main, sous la table? Je ne sais pas, je me pose la question. Ben, Merci. je pense pas que l'industrie pharmaceutique soit directement impliquée. Je pense que les pourvoyeurs officiels, je veux dire, en fait, c'est qu'il y a cette circulation-là. Moi, je pense qu'on va pouvoir, quand je parlais des résultats préliminaires, je pense qu'on va peut-être avoir des indications dans cette enquête-là sur, justement, au niveau quantitatif, où, dans le fond, d'où proviennent, dans le fond, où est-ce que les participants à l'étude s'approvisionnent, entre guillemets. Mais au niveau des entretiens qualitatifs, on a plusieurs, quand même, participants qui nous disaient que ils ne souhaitaient pas, dans le fond, ceux qui ont un diagnostic de TDAH ne souhaitaient pas que les collègues ou les pairs soient au courant de cette chose-là parce qu'il y avait comme des demandes plus ou moins implicites quand on sait que quelqu'un prend des psychostimulants, que ça puisse être intéressant, dans le fond, d'y avoir accès. Mais je veux dire, là-dessus, moi, personnellement, on est encore quand même beaucoup dans le flou. Je ne sais pas si vous avez des... Bien, je sais que les jeunes, dans certaines études, rapportent que c'est souvent d'autres jeunes qui consomment ou des frères qui revendent ça sur le marché noir parce que ça vaut cher et donc c'est une source de rémunération. Et souvent, bon, ils peuvent se faire represcrire. Il y a aussi le détournement par des gens qui ont accès à ces produits-là, que ce soit dans la profession de pharmacien ou autre, sans que ce soit nécessairement institutionnalisé par l'industrie pharmaceutique, mais je crois que ça peut peut-être indirectement faire leur affaire sans que ce soit... Surtout avec les nouvelles normes de DSM, ça les avantage pas mal au niveau de la prescription de médicaments, des choses comme ça. Enfin, je sais pas, le Diagnostic and Statistic Manual, c'est le catalogue des santé. Mais si je peux juste ajouter un point. Oui. Une chose, par contre, qui vraiment ressortait dans l'étude, mais c'est une étude qualitative, c'est que vraiment l'accès n'était pas problématique. Et que, comme c'était effectivement ça, c'était soit les pairs, soit quelqu'un dans le milieu pharmaceutique qui détournait, qui travaille dans une pharmacie qui détournait, puis qui devenait une personne super intéressante pour ses amis parce qu'il pouvait, en prévision des fêtes, fournir tout le monde. Mais donc il y avait plusieurs choses comme ça, il y avait vraiment une diversité. Pour d'autres médicaments, c'était la pharmacie des parents, la pharmacie des amis des parents, parce que nous, on a regardé aussi les usages à des fins d'aller chercher un buzz. Puis là, vraiment, la pharmacie des parents et des grands-parents, mais même les jeunes, ils prenaient une pilule, puis ils regardaient, bon voilà, j'ai une pilule de telle couleur, telle forme, qu'est-ce que je pourrais bien en faire? Puis ils cherchent. J'oubliais, mais aujourd'hui, il y a aussi Internet. On peut commander toutes sortes de produits, incluant des médicaments sans prescription. Est-ce que ça répond à votre question? Excusez. Pour une fois, je peux poser une question comme... Ce qui m'a beaucoup interpellée dans vos présentations, c'est pas juste l'aspect de la performance, mais de la performance aux multitâches. Donc, les étudiants ne se contentent plus d'être juste étudiants, ils doivent aussi être travailleurs, d'être aussi acteurs sociaux. Et il y a quelque chose là que j'arrive pas à nommer. Là. Est-ce qu'on doit s'en préoccuper de façon particulière? Je veux répondre à ça. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut s'en préoccuper. Et c'est clairement démontré. Le nombre d'heures travaillées à l'extérieur par les étudiants, quand moi, j'étais au cégep, c'était 5 heures en moyenne. Maintenant, c'est 20. Ça rejoint mon propos, là. C'était très éditorial, mais sur le fait qu'on s'est fait compter des histoires là, par le développement. On se faisait dire dans les années 70, j'étais jeune à cette époque, mais qu'un jour, on aurait la semaine de 4 jours. Tout le monde, on travaillerait moins, on aurait plus de loisirs, alors qu'aujourd'hui, la femme travaille, puis je veux pas qu'elle arrête de travailler, mais la femme travaille, l'homme travaille, et on n'arrive pas plus. J'ai l'impression qu'on a tous une cadence de vie qui est complètement folle, une course vers je ne sais quoi. Mais effectivement, ça contribue au sujet d'aujourd'hui, là, à la consommation dans certains cas. Puis ça peut être appelé à même si ce n'est pas encore très répandu, ça peut être appelé à vraiment se généraliser, à devenir normatif.
Bien, vous soulevez une question qui est intéressante parce que nous, ce qu'on a vu dans les entrevues, c'était que le rapport au temps, c'est vraiment justement quelque chose d'important. Et dans les descriptions que les participants à l'étude nous donnaient des effets, dans le fond, des psychostimulants, que ce soit donc des participants là, qui ont un diagnostic de TDAH ou pas, c'était le fait de pouvoir un peu télescoper le temps, de pouvoir justement faire des choses dans un laps de temps beaucoup plus court avec les psychostimulants. Et donc, le rapport au temps dans nos sociétés est absolument fondamental et incontournable parce que, justement, on a de plus en plus de choses à faire et que c'était ça là, qui était comme vraiment en jeu, en fait. Et juste aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas seulement dans les sphères professionnelles qu'il faut réussir. Hein. Il faut aussi réussir dans la vie sociale. Donc, il faut être un étudiant, il faut travailler, il faut avoir des amis, sortir, un blonde ou une chum. Puis, finalement, ça fait beaucoup de choses à avoir. Et il faut réussir dans tous ces domaines-là. Et il y en a plusieurs, et ça ressortait aussi dans l'étude de Jean-Sébastien, qui vont dire, finalement, les usages se transposent. Au début, c'était un usage à des fins académiques, mais finalement, je me rends compte que je parle plus facilement si je vais dans une soirée. Et donc, là aussi, je vais prendre du Ritalin avant de sortir, puis je vais être plus sociable, je vais me sentir mieux. Donc, les usages se transposent et les exigences aussi se transposent. Puis c'est aussi la société de consommation. Ils veulent tous avoir un appartement, ils veulent avoir ci, ça, ça, ça. Donc, forcément, après, il faut du temps pour amener tout ça. Puis certains critiques de la psychiatrie, justement, pour revenir au DSM, faut être nuancé, là, mais c'est presque une espèce de si on ne fit pas dans le moule capitaliste, on nuit à la productivité, au développement économique, alors il faut être médicamenté. Et ça, c'est vraiment le discours ambiant, puis de plus en plus, les individus sont poussés, d'une manière ou d'une autre, informellement ou formellement, à jouer le jeu, parce que sinon, l'égalité des chances n'est plus là. Puis c'est ça, un des enjeux éthiques aussi de tout ça, c'est que si ça devient une attente normative, c'est celui qui ne consomme pas qui devient désavantagé dans notre société. Ça peut devenir très problématique. Mais l'autre élément, c'est aussi qu'il y a, je veux dire, du point de vue de, tu sais, on parlait des prescripteurs, etc., je veux dire, l'autre enjeu éthique, c'est que les soignants qui sont aux prises avec, qui ont des patients qui ont un TDAH sévère, je veux dire, ont dans le fond le devoir et la conscience professionnelle de les aider. Et puis, effectivement, je veux dire, il n'y a pas que la psychopharmacologie, il n'y a pas que le médicament, mais c'est quand même, et ça reste quand même la façon peut-être la plus facile, dans le fond, de venir en aide à ces entre autres, dans le milieu universitaire, à ces étudiants-là qui sont en détresse, qui sont anxieux, qui ont de la difficulté à arriver, puis tout ça. Donc, il y a cette espèce de paradoxe-là aussi. Puis, le fait qu'effectivement, avec le DSM-5, avec l'élargissement encore, finalement, des contours de ce qu'on appelle le TDAH, il y a vraiment ce brouillage-là de la frontière entre est-ce que je suis normale, entre guillemets, ou est-ce que je suis atteint d'un problème, justement, de déficit d'attention parce que je procrastine ou parce que j'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. Ce doute-là, qui est ambiant, crée là, tout un effet particulier autour de ça. Merci. J'aurais peut-être une petite question. Vous avez parlé d'effets secondaires tantôt. Chez les gros utilisateurs, lorsqu'ils ont arrêté dans vos groupes témoins, est-ce qu'il y en a qui ont eu des signes de sevrage, comme on peut voir dans d'autres formes de toxicomanie? Est-ce que vous avez pu avoir un apport là-dessus ou on ne s'est pas rendu là? Bien, moi, personnellement, je n'ai pas observé ça dans mes études, mais je sais que les stimulants, les psychostimulants, le speed font partie des substances qui ont une neurotoxicité notamment reconnue. Bon, il n'y a pas un expert qui va dire à partir de quand et quelle régularité, mais quelqu'un qui consommerait des speed ou des psychostimulants puissants tous les jours, c'est sûr qu'il s'enligne vers des séquelles plus que de sevrage. Là. Je vous rejoins. Oui. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Ou en... Ah. Chose
Vous m'entendez? Oui. Oui, vous m'entendez? Je me demandais, ce que j'avais pu comprendre un peu de votre présentation, c'est que finalement, c'est un heureux mélange entre une espèce d'hyper-performance, mais de l'autre côté, c'est un peu une forme d'adaptation de la part des consommateurs. Et je me demandais si on était plus dans un ou dans l'autre, puis si vous aviez pu, au travers de vos recherches, un peu voir différents parcours un peu plus typiques qui ligueraient à différentes formes de consommation. Par rapport à l'étude qu'on a fait auprès des 26 étudiants, on était vraiment plus largement dans l'adaptation. Vraiment, ils le présentaient beaucoup plus comme ça. C'était j'ai des failles, il faut que je les répare, ou je suis dans un environnement trop exigeant, il faut que je m'adapte. Et il n'y en avait qu'une petite minorité qui disait je veux vraiment me dépasser et être le meilleur et tout ça, alors que c'est toujours ce qu'on met de l'avant. Mais en fait, ce qui ressortait dans le discours, c'est vraiment il faut que je survive à l'université, et voilà. Moi, je trouve ça intéressant comme question parce qu'effectivement, je pense que un peu les extrêmes se rejoignent parce que la figure de l'hyper-performant, par exemple, dans une faculté de médecine ou dans une faculté de droit qui veut se dépasser puis qui a tout un discours sur la performance, etc., c'est un peu ce qu'on met de l'avant dans certaines études et puis dans des enquêtes plus quantitatives, mais en réalité, à l'autre bout du spectre, il y a effectivement celui ou celle qui essaie de survivre, en fait, dans cet environnement-là, puis de s'adapter, puis Donc, tu sais, les extrêmes se rejoignent, et puis, en fait, c'est peut-être pas ceux qui sont en bonne position socialement, qui sont des futurs professionnels, etc., qui sont, dans le fond, les plus enclins, assez paradoxalement, à recourir à ce genre de substances-là, en fait. Moi, je veux juste compléter en disant que je résiste à tomber dans le clivage là, ou le manichéisme. Je pense qu'il y a une forme d'adaptation dans ces comportements-là qui peut être acceptable d'un point de vue en lien avec mes valeurs. Mais je pense qu'on s'en va de plus en plus vers un niveau extrême, problématique, où on voit justement, je suis le premier à dénoncer dans mon université, on a toujours là, les valeurs là, de dépassement de soi, de performance, de réussite, mais quand est-ce qu'on parle d'équilibre de vie, de bonheur, de respect de soi et de ses limites? Jamais. Et moi, je pense qu'il faut en revenir à ça et équilibrer justement le discours. Oui, performer, là, mais si c'est pour se tuer à l'ouvrage, ça mène à quoi? Et je pense que ce discours-là, de plus en plus, est ramené dans notre société. Je pense qu'il faut le valoriser parce qu'on est encore beaucoup dans la valorisation de la performance. Merci. On me dit qu'on a encore le temps pour une question. Merci. Bonjour, je suis étudiante en neuropsychologie. Donc, le sujet me parle particulièrement parce que j'ai souvent à statuer si mes clients présentent un profil cognitif de trouble d'attention ou pas. Je travaille avec les adultes, donc je suis à même de constater là, toutes les pressions de performance qu'il y a dans la vie quotidienne là, qu'on a tous à vivre. Mais bon, je me demandais, avez-vous l'occasion de voir des études qui mesuraient de façon objective l'effet de la médication chez une population non clinique, justement, qui font l'usage de la médication pour... Est-ce que la médication a un effet mesuré là, chez d'autres populations que les gens en TDAH? Je pense pas. Ben, je pense qu'il y a de la controverse. Il y a des études scientifiques qui sont un peu controversées là-dessus, ou enfin, qui s'opposent. Certaines qui disent qu'il y a véritablement un effet, d'autres qui disent que non, il n'y en a pas, ou que c'est pas, comme je disais tout à l'heure, plus un effet d'émulation. En fait, les étudiants, entre autres dans le milieu universitaire, s'en parlent et puis ils sont persuadés que, mais en réalité, il n'y a pas. Mais d'effets mesurés, objectivement et tout... Moi, nous, ce qu'on a, c'est beaucoup des témoignages, en fait, des entretiens qu'on fait avec des personnes qui ont le TDAH ou d'autres qui n'en ont pas de TDAH. Mais
Ouais, de ce que j'en connais, c'est encore au niveau assez anecdotique. C'est pas étudié de manière très systématique et c'est pas non plus, je dirais, une priorité de recherche pour les IRSC, là. Comme plusieurs autres sujets, malheureusement. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour votre participation. Je laisse le mot de la fin à ma collègue Sylvie. Je vous remercie beaucoup en tant que directrice de l'Institut Santé Société parce que vous avez soulevé un débat important au niveau de la société. Je vous remercie aussi en tant que mère de famille parce que j'ai des jeunes à la maison et des fois, je m'inquiète un petit peu. Et aussi en tant que prof à l'école de gestion parce que on commence à se rendre compte que le discours de la performance a un effet boomerang dangereux. Et si je regarde ce que fait présentement les syndicats qui sont en train d'implanter, qu'ils ont implanté des aidants sociaux dans différents milieux et qu'on me disait que dans les dernières années, ils avaient doublé le nombre d'aidants sociaux pour soutenir des gens qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance au milieu du travail, mais qui n'avaient pas doublé le membership des employés syndiqués. Alors, je pense qu'il y a quelque chose là qu'on doit regarder en tant que professionnel, en tant que personne, en tant que collègue, parce que je pense qu'on s'en va vers peut-être un drame social là, si on ne prend pas le temps de s'y arrêter et de s'y intéresser. Alors, merci beaucoup. C'était très apprécié. Merci de l'invitation. Merci. Merci.